Le 7 janvier 1961, 10h45, 45, Cranley Drive, Ruislip, Middlesex. La sonnette teinte dans le silence d'une maison de briques victorienne aux volets tirés, et le vent froid de l'hiver londonien plaque la pluie fine contre la porte d'entrée où Harry, l'ingénieur des postes, attend, son outil de testeur de ligne serré dans une main gantée, le cœur battant un peu trop fort sans savoir pourquoi, car les maisons comme celle-ci, nichées au bout d'une impasse tranquille, sentent toujours le secret enfoui sous les rosiers taillés et les pelouses impeccables. Et quand la porte s'entr'ouvre enfin sur Madame Kroger, une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel relevés en chignon strict, aux yeux qui scrutent l'intrus avec une précision chirurgicale masquée par un sourire poli, elle dit d'une voix douce mais tendue. « Entrez, je vous prie, monsieur l'ingénieur. La ligne est défaillante depuis 2 jours. » Et Harry franchit le seuil, essuyant ses bottes sur le paillasson, ignorant que ce pas le propulse au cœur d'un réseau tissé par le KGB depuis des années, où chaque câble, chaque regard, chaque silence porte le poids d'un empire invisible. L'intérieur exhale une odeur de thé refroidi et de papier ancien, les murs tapissés de livres reliés cuir, une horloge comtoise tic-tacant dans le vestibule comme un compte à rebours inaudible. Et Harry suit Madame Kroger le long d'un couloir étroit où les ampoules nues bourdonnent faiblement, projetant des ombres allongées qui dansent sur le papier peint fané jusqu'à la cuisine à l'arrière, où un combiné téléphonique noir repose sur une table encombrée de factures et de catalogues d'antiquités. La couverture idéale pour des antiquaires sans boutique, Peter et Ellen Kroger, alias Maurice et Lona Cohen, vétérans du renseignement soviétique qui depuis 1954 impriment des faux passeports dans leur sous-sol, encodant des messages sur microfilm à l'aide de codes unipersonnels dérivés de romans anodins, et écoutent, nuit après nuit, les transmissions codées de Moscou via un récepteur à ondes courtes camouflés en poste de radio d'époque, leurs doigts usés par les touches d'une machine à écrire Underwood qui cliquette jusqu'à l'aube, produisant des rapports sur les secrets de la Royal Navy. Harry branche son testeur. Les aiguilles tremblent sur le cadran, mais c'est en remontant le long du mur qu'il les voit. Des câbles électriques trop épais, gainés d'un isolant militaire, serpentant du plafond vers une trappe dissimulée sous la moquette, reliée à ce qui ressemble à un système d'alarme sophistiqué pour coffre-fort, bien au-delà des besoins d'un couple d'antiquaires ordinaires, et son esprit d'ingénieur formé à repérer les anomalies, ces irrégularités qui, dans les sous-sols des postes, signalent les fraudes ou les vols, s'éveille. Un frisson lui parcourt l'échine, tandis que Madame Kroger reste immobile près de l'évier, ses mains croisées sur son tablier, feignant l'indifférence, mais sentant déjà le piège se refermer, car elle sait que, dans leur monde, un ouvrier des PTT est aussi dangereux qu'un agent du MI5 si ses yeux s'attardent trop longtemps, et Harry note mentalement les détails, promettant poliment de revenir avec un rapport avant de sortir sous la pluie. Son vélo grinçant dans l'impasse, ignorant qu'il vient de planter la graine d'une enquête qui fera s'effondrer l'opération Porte-à-Faux, nom de code KGB pour ce réseau dormant depuis 5 ans. À des kilomètres de là, dans un appartement exigu de Dolphin Square à Westminster, Harry Houghton, greffier au bureau du chiffre de l'amirauté à Portland, Dorset, allume une cigarette dont la braise rougeoyante illumine son visage, marqué par les nuits sans sommeil, le filtre se consumant lentement entre ses lèvres gercées, tandis qu'il fixe le téléphone muet sur la table pliante, attendant un appel qui ne vient pas, car depuis des mois, la paranoïa le ronge comme une toxine lente, chaque sonnerie trop tardive, chaque voisin qui monte les escaliers trop silencieusement, chaque ombre projetée par les réverbères sur les rideaux tirés évoque les limiers du MI5, ces fantômes en imperméable qui pourraient surgir à tout instant. Et pourtant il continue, poussé par l'appât du gain et l'amour coupable pour Ethel G., sa collègue quinquagénaire aux boucles rousses et au sourire timide, qui ce matin même, dans les couloirs humides du Portland Underwater Research Establishment,
lui a glissé un rouleau de pellicule 35 mm dans la poche lors d'une pause thé, ses doigts tremblants, effleurant les siens dans un geste qui mélange désir et terreur, car ils savent tous deux que ces documents, plans de torpilles sonars, code de chiffrement des sous-marins Polarus, valent la pendaison si l'on est pris, et Houghton aspire une bouffée âcre, la fumée emplissant la pièce confinée, où une radio murmure les nouvelles de Cuba, statique crachotante entre les mots, masquant peut-être un signal codé qu'il ne saura jamais déchiffrer. Vous hésitez avant de décrocher le combiné qui sonne enfin à 14 heures précises, sachant que le silence pourrait alerter plus que la voix elle-même. Et c'était elle qui parle d'une voix étouffée. Rendez-vous au pub habituel, 18 heures. Ne sois pas en retard. Et Houghton raccroche, le cœur cognant, imaginant déjà les micros cachés dans les lignes de téléphone, ces écoutes illégales que le GCHQ déploie comme une toile d'araignée invisible sur tout Londres, car dans leur métier, chaque appel est une confession potentielle, chaque pause une trahison involontaire. Il enfile son pardessus usé, vérifie la pellicule cousue dans l'ourlet de sa veste et descend les escaliers de Dolphin Square, où l'ascenseur vibre inutilement. Ses pas résonnant sur le marbre froid comme des coups de feu dans le vide. Dehors, la Tamise charrie ses brumes grises, et il marche vers la station de métro, jetant des regards obliques aux passants. Une femme avec un cabas, un homme lisant son journal, se demandant si l'un d'eux est un suiveur. Ces agents de la Special Branch entraînés à fondre dans la foule, invisibles jusqu'au moment où ils ne le sont plus. De l'autre côté de Londres, à Stepney, Gordon Lonsdale, vrai nom, Konon Trofimovitch Molody, officier du KGB infiltré depuis 1955, sous couverture de marchand canadien d'automates, ajuste sa cravate dans le miroir fêlé de son bureau, encombré de rouleaux de film et de mécanismes d'horlogerie factices, ses yeux bleus perçants trahissant une vigilance de prédateur, car il est le chef de file, le courrier qui relie Houghton et les Krogers à la résidentura soviétique à Highgate, transportant les secrets volés vers des boîtes aux lettres mortes dans les parcs de Hampstead Heath ou sous les bancs de la gare de Paddington. Et ce soir, il doit effectuer un brosse, un contact brush-pass avec un agent subalterne. Mais la paranoïa l'envahit quand il remarque une voiture Austin noire stationnée trop longtemps devant sa porte, ses occupants figés comme des statues sous la pluie, et il attend, immobile près de la fenêtre aux rideaux mi-clos, le temps s'étirant en une éternité suffocante où chaque tic-tac de sa montre Oméga marque le risque d'une surveillance qui se resserre, ignorant encore que le rapport de l'ingénieur Harry des Postes a déjà atterri sur le bureau d'un officier du MI5 à Curzon Street, déclenchant une chaîne de vérification, plaques minéralogiques, antécédents des Kroger, écoutes téléphoniques installées en urgence sous couvert d'une fausse panne. Les Krogers, dans leur sous-sol à Ruislip, travaillent tard ce soir-là. La machine à imprimer offset ronronnant comme un moteur d'avion étouffé, Peter, alias Maurice Cohen, survivant de la guerre d'Espagne et des purges staliniennes, ajustant les plaques de zinc pour falsifier un passeport diplomatique yougoslave, ses lunettes glissant sur son nez aquilin, tandis qu'Hélène trie les micros d'eau sur une plaque de verre éclairée par une lampe à incandescence qui bourdonne incessamment, projetant des reflets d'encens sur les murs humides tapissés de cartes postales anodines. Il parle peu, seulement en murmures codés. Le colis du Dorset est prêt pour le transfert. Mais sous la concentration plane la peur viscérale de l'Illegals Directorate, où un seul détail, une encre mal séchée, un fil barbouillé, peut signer l'arrêt de mort, et quand le téléphone sonne enfin à 23 heures, c'est Lonsdale d'une voix neutre. Les automates sont livrés. Vérifiez le mécanisme. Confirmation que la pellicule de Houghton est en route. Mais Hélène raccroche plus vite que d'habitude, sentant un grésillement inhabituel sur la ligne, comme si des oreilles invisibles écoutèrent le vide entre les mots, et ils éteignent les lumières, grimpant l'escalier dans l'obscurité totale.
le silence de la maison amplifié par le grondement lointain des trains de la Metropolitan Line, qui semble porter des messages codés dans son rythme lancinant. Le lendemain, 8 janvier, le MI5 active ses routines. Un agent en civil, Peter Wright, futur auteur des confessions qui hanteront le renseignement britannique, reçoit le rapport de l'ingénieur, lit les notes sur les câbles anormaux reliés à une trappe sécurisée et ordonne une surveillance discrète sur Cranley Drive, des camionnettes banalisées garées dans les rues adjacentes, leurs antennes radio discrètes captant tout, tandis que Oakton, à Portland, photocopie fébrilement des mémorandas sur le système Sonar Type 185, ses mains moites, tachant le papier, imaginant déjà le versement de 2000 livres en billets neufs glissés dans une enveloppe lors du prochain dead drop au supermarket Sainsbury's de Weymouth, où Ethel feindra d'acheter du lait pendant que lui déposera le paquet dans une cabine téléphonique voisine. Mais à Westminster, le doute s'installe quand Houghton reçoit un appel anonyme, ou croit l'entendre. Une respiration lourde suivie d'un déclic, et il passe la nuit à démonter son téléphone, cherchant des micros, le cœur battant au rythme des horloges publiques qui sonnent minuit dans la brume, chaque ombre dehors évoquant les plombiers du KGB ou les chasseurs du MI5. Vous sentez le poids du regard quand vous sortez pour le dead drop, le sac de provisions serré contre vous comme un bouclier dérisoire. Et Ethel G., marchant devant dans la file d'attente du supermarché, sent la sueur perler sous son chapeau. Chaque client autour d'elle, la ménagère aux courses chargées, le boucher en tablier taché, potentiellement un observateur, car les règles du tradecraft sont impitoyables. Varier les heures, les lieux, multiplier les leurs. Mais la fatigue use les nerfs. Et quand elle glisse l'enveloppe sous le banc du parc de Weymouth à 17 heures précises, le soleil couchant teignant les feuilles mortes d'un rouge sanglant, elle attend 1 minute de trop, entendant un craquement de brindilles derrière les buissons, et fuit, le souffle court, ignorant que des semaines plus tard, ce banc sera fouillé par la Special Branch, révélant des empreintes partielles menant à Lonsdale. Lonsdale, lui, effectue son premier brosse ce 10 janvier à Hyde Park, sous un ciel plombé où la pluie martèle les allées de gravier, feignant de promener un chien emprunté, quand l'agent subalterne, un diplomate soviétique sous couverture à l'ambassade, lui effleure l'épaule en passant, échangeant un paquet contre un journal roulé. Mais Lonsdale sent la filature. Une Rover 100 suivant à distance respectable, ses occupants notant plaques et itinéraires dans des carnets codés, et il multiplie les contre-surveillances, entrées, sorties dans le métro Bakerloo, changement brusque de bus à Oxford Circus, le temps s'étirant en boucle infernale où chaque arrêt de 15 secondes semble une éternité, la sueur coulant sous son col malgré le froid mordant, et rentrant à Stepney, il encode le microfilm dans un tube de dentifrice Crest, prêt pour les Krogers, mais la paranoïa culmine quand il trouve une cigarette écrasée sous sa fenêtre. Filtre intact. Marque Players, signe banal pour un Londonien, mais pour lui, stigmate d'un suiveur négligent. Les semaines s'alourdissent en février, la surveillance MI5 se resserrant comme un étau invisible. Wiretaps sur les lignes des Krogers captent des fragments. Le colis Dorset arrive mercredi. Vérifiez le mécanisme horloger. Photographies au téléobjectif depuis une maison voisine montrent Peter Kroger chargeant des caisses dans sa Morris Oxford, Ethel G. recevant des colis postaux suspects et Oakton, sentant le piège, réduit ses vols, mais trop tard, car le 21 juin 1961, après 5 mois de tensions accumulées, la police surgit à Dolphin Square à 6 heures du matin, le marteau cognant à la porte dans un silence assourdissant, et Oakton, encore en pyjama, hésite, le monde basculant en cet instant où le trivial, un câble mal dissimulé vu par un ingénieur lambda, a tout fait imploser. L'interrogatoire commence dans une salle sans fenêtre à Scotland Yard, l'air vicié par l'odeur de tabac froid et de peur rance,
où Houghton fixe la table en formica rayé, les néons fluorescents bourdonnant comme des guêpes enragées, et l'officier du MI5, voix monocorde, déroule l'épreuve. Ces câbles à Ruislip, Monsieur Houghton, n'étaient pas pour une chaîne hi-fi, n'est-ce pas? Et il craque, avouant les dead drops, les paiements en roubles convertis, les nuits à coder des torpilles pour Moscou, tandis qu'Ethel, dans une pièce adjacente, pleure en silence, ses boucles défaites, réalisant que leur amour coupable a scellé leur destin, les menottes froides mordant ses poignets quand on l'emmène. Les Krogers sont arrêtés le 7 juin, avant l'aube. Peter surpris en train de démonter sa radioémettrice. Hélène cachant frénétiquement des passeports sous le plancher, mais les agents du MI5, armés de mandats basés sur le rapport initial, fouillent méthodiquement, exhumant 160 microfilms, presse offset, code de chiffrement et, dans le sous-sol, la trappe révélant un coffre-fort blindé contenant des diamants pour opérations futures. Lonsdale est pris sur un parking de traînée à Bournemouth, tentant une fuite inutile, son calme slave se fissurant enfin quand on lui montre les photos de ses contacts. Et dans les cellules de Brixton, ils attendent tous, le temps s'étirant en un néant où les visites conjugales sont refusées, les familles, enfants de Houghton, parents d'Ethel, sombrant dans l'humiliation publique. Journaux titrant « L'espionnage soviétique percé par un câble suspect ». Le procès à Old Bailey en mars 1962 dure des semaines, chaque témoignage une lente dissection. L'ingénieur Harry, rappelé comme témoin clé, décrivant les câbles trop militaires pour des antiquaires, Wright du MI5 détaillant les 459 documents volés, équivalent à 1 an de retard pour la Navy, et les accusés, assis immobiles, sentent le verdict peser comme une sentence inévitable. 20 ans pour Lonsdale, 25 pour les Kroger, 7 pour Houghton et Ethel, mais la vraie chute est intérieure. La culpabilité rongeant Houghton dans sa cellule où la lumière ne pénètre jamais, imaginant sa fille grandir sans lui. Ethel fixant les murs écaillés en regrettant ce premier rouleau de pellicule glissé par amour. Tandis que les Krogers, rapatriés secrètement en 1969 via échange d'espions, portent à vie l'ombre de ce détail banal, un câble vu par un ouvrier qui a effondré un réseau patiemment tissé, laissant derrière lui des familles brisées, des carrières anéanties et le murmure éternel de la trahison dans les couloirs vides du renseignement. Mais l'après-coup s'étend plus loin. En 1963, Lonsdale échangé contre Greville Wynne lors du pont de Glienicke à Berlin, franchissant le pont sous une pluie battante, jetant un dernier regard à l'ouest où sa légende de marchand s'évapore, et à Moscou, décoré en secret mais hanté par les ombres de ses complices emprisonnés, tandis qu'à Portland, les ingénieurs changent les serrures, vérifient chaque câble avec une paranoïa nouvelle, et à Ruislip, la maison de Cranley Drive reste vide, vendue à un couple ordinaire qui arrache les trappes sans savoir le sang invisible qu'elles contiennent. Le tic-tac des horloges reprenant son rythme banal, mais chargé désormais du poids d'un empire ébranlé par l'oubli d'un seul détail, ce câble trop épais qui, ignoré par tous sauf un, a tout fait s'effondrer dans le silence implacable de la guerre froide. Les nuits à Brixton pour Houghton sont un supplice lent, le matelas dur craquant sous son poids amaigri, les pas des gardiens résonnant dans le couloir comme des rappels de surveillance éternelle, et ils rêvent d'Ethel, de leur rendez-vous volé dans les pubs enfumés de Weymouth, où la bière tiède masquait la peur, mais au réveil, seul le bourdonnement des néons et la certitude que le KGB les a abandonnés, des pions sacrifiés dans le grand jeu, tandis que les familles, à des kilomètres, décrochent le téléphone sur des lignes mortes, sentant le vide d'une vie ordinaire anéantie par un fil mal tendu. À Highgate, la résidentura KGB nettoie ses traces, brûlant dossiers dans des cheminées, changeant codes et adresses. Mais la méfiance s'installe, chaque officier doutant de ses subalternes,
Attendant le prochain ingénieur aux yeux trop curieux, et dans les ambassades, les diplomates évitent les regards, le statique des radios portant désormais l'écho d'un effondrement né d'un rien, un câble dans une cuisine banale, qui continue de hanter les ombres de l'espionnage, bien après que les peines aient été purgées, les secrets déclassifiés, laissant un silence plus lourd que les aveux eux-mêmes. Godriber, acte 2. Les chaînes invisibles. Dans la salle d'audience de l'Old Bailey, l'air est saturé d'un silence oppressant, rompu seulement par le craquement des plumes sur le papier des journalistes, tandis que Houghton, le visage creusé par les nuits de Brixton, fixe le sol carrelé, ses mains tremblantes enchaînées sous la table, et Ethel G., frêle silhouette aux yeux baissés, sent le poids des regards publics comme une seconde sentence. Leurs aveux lus à voix haute, résonnant comme des cloches funèbres. Trahison au nom de l'idéologie. Mais dans leur cœur, c'est le sel des embruns de Portland, les promenades codées sur la jetée, les enveloppes glissées dans les sacs de plage qui reviennent en fantômes, tandis que le juge, impassible sous sa perruque poudrée, prononce 15 ans pour chacun. Un verdict qui scelle non pas des vies, mais des illusions d'amour clandestin sous le manteau rouge. À l'extérieur, la foule se disperse sous un ciel de plomb londonien. Les flashs des appareils photo capturant Lonsdale, Conon Molody en vérité, le masque impassible du résident illégal, escorté vers Wormwood Scrubs, ses 25 ans comme une armure forgée dans les neiges de Sibérie, où il a appris à trahir sans remords, mais dans la cellule obscure, il murmure des noms oubliés, des contacts évaporés dans les brumes de Highgate, et le MI5, tapi dans les ombres du Public Record Office, trie déjà les dossiers saisis. Cartes microfilmées, plans de sous-marins nucléaires, tout ce fil électrique trop épais qui reliait Portland à Moscou, un trésor d'espionnage rendu banal par sa chute. Les années s'étirent comme des ombres allongées sur les murs de pierre. À Brixton, Houghton compte les repas fades, le gruau froid avalé en silence, écrivant des lettres censurées à sa fille qui ne répond plus, imaginant Ethel dans la prison des femmes de Holloway, où les murs suintent l'humidité et les regrets. Leurs cellules séparées par des kilomètres de béton, mais unies dans le vide d'un KGB qui les a rayées de ses tablettes, des défecteurs involontaires dont les noms figurent désormais sur des listes noires. Tandis que Petrov, le radio de Ruislip, déjà exfiltré avant la tempête, sirote du thé à Moscou, décoré d'une médaille qu'il porte comme un poids, hanté par le visage de la voisine curieuse qui n'a jamais existé. De l'autre côté du rideau de fer, Wynne, libéré du goulag de Vladimir par l'échange du pont, arpente les rues enneigées de Moscou sous surveillance, un héros discret pour les apparatchiks, mais un fantôme pour lui-même, ses récits d'Occident vendus plus tard en livres censurés, tandis que les ingénieurs de Portland, promus pour leur vigilance paranoïaque, installent des détecteurs dans chaque prise, chaque interrupteur, transformant les laboratoires en bunkers. Et à Weymouth, les pubs ferment leurs portes enfumées, les habitués chuchotant encore sur ces deux-là, qui dansaient trop près des Russes. Un écho persistant dans le vent marin. Mais c'est dans les archives déclassifiées, des décennies plus tard, que le câble trop épais refait surface, jauni et anonyme, exposé dans des musées froids de Londres, où des écoliers le touchent du bout des doigts, sans saisir le tremblement des empires qu'il a provoqué, et les veuves de Houghton, libérées usées en 1967, erraient dans les rues de Dorset, ramassant des coquillages sur la plage comme pour invoquer les jours d'avant, tandis qu'Ethel, sortie en 1969, disparaît dans l'anonymat d'une banlieue grise, refusant interview et regard, portant seule le fardeau d'un amour piégé par l'histoire, et Molody, échangé en 1964 contre un pilote américain, retourne à la Loubianka comme légende vivante, mais avec les cicatrices d'une trahison qui n'était que le début d'une ère de soupçons éternels. Le silence s'alourdit encore,
les horloges de Cranley Drive tic-tacant pour d'autres locataires, innocents du sang séché sous les parquets, et dans les ambassades fantômes, les diplomates actuels échangent des codes sur des écrans plats, ignorant que le fantôme d'un simple fil persiste, reliant toujours les cuisines banales aux bunkers profonds. Un rappel que dans la guerre froide, l'effondrement naît non des bombes, mais d'un détail négligé, d'un amour trop visible, d'un câble qui, même coupé, vibre encore dans les mémoires. Dravuth ATO 3. Les échos numériques. Et aujourd'hui, dans l'ère des ombres pixelisées, le fil jauni du musée trouve son double virtuel. Un algorithme vorace, tapi dans les serveurs froids de la NSA et du FSB, qui scrute chaque clic, chaque swipe, traquant les câbles invisibles des cœurs connectés. À Portland, les chantiers navals rouillés abritent désormais des data centers bourdonnants, où d'anciens ingénieurs, retraités aux articulations rouillées, racontent à leurs petits-enfants l'histoire du gros câble, comme une fable d'un autre siècle, tandis que leurs descendants codent des pare-feux impénétrables, ignorant que l'amour, ce traître éternel, se love désormais dans les messageries chiffrées. À Moscou, Win n'est plus qu'une plaque sur un mur anonyme, effacée par les vents du perestroïka, puis par les hologrammes de Poutine, mais ces livres piratés circulent encore sur le dark web, lus par des hackers qui, ironie du sort, dansent avec les mêmes ombres russes, échangeant des blueprints de drones contre des selfies volés. Les veuves de Houghton et Ethel ont rejoint les cendres de la mer du Nord, leurs coquillages dispersés par les marées montantes du changement climatique. Mais leurs fantômes hantent les forums conspirationnistes, où des internautes en pyjama proclament que le Portland Ring n'était qu'un leurre. Un premier test pour le grand filet numérique qui nous enveloppe tous. Molody, canonisé en icône soviétique, trône dans les manuels d'histoire réécrits, son portrait flou projeté sur les écrans des écoles moscovites, où l'on enseigne que la trahison occidentale fut vaincue par la vigilance prolétarienne, oubliant les cicatrices sur son dos, les nuits de doute dans les sous-sols de la Loubianka. À Weymouth, les pubs rouvertes servent des bières craft aux touristes japonais qui photographient la plage sans savoir que sous le sable, des détecteurs rouillés veillent encore, relique d'une paranoïa qui s'est muée en surveillance globale. Caméras au coin des rues, satellites zélés, et ses assistants vocaux qui écoutent nos murmures d'amour, prêts à signaler le moindre battement de cils suspect. Le tic-tac des horloges de Cranley Drive s'est tu, remplacé par le bourdonnement des routeurs Wi-Fi, mais le sang séché sous les parquets persiste en métadonnées indélébiles, archivées dans des nuages intouchables. Les diplomates d'aujourd'hui, en costume slim, tapotent sur des tablettes lors de sommets virtuels, riant des reliques analogiques, sans pressentir que le prochain effondrement viendra non d'un câble trop épais, mais d'un like mal placé, d'un cœur géolocalisé, d'un baiser viral qui rallumera les feux de la guerre froide 2. 0. Et ainsi, le fantôme vibre toujours, du passé au futur, reliant les cuisines d'hier aux bunkers de demain. Un rappel que l'histoire, cette grande espionne, ne pardonne jamais les détails et que l'amour, piégé pour toujours dans ses filets, reste le câble le plus dangereux de tous. Fein